Chaque seconde, plus de 99 000 recherches sont effectuées sur Google, soit près de 8 milliards 500 millions par jour ou 3 billions 102 milliards 500 millions par an. Et parmi ces recherches sont posées chaque jour de nombreuses questions historiques. Du coup, je me suis tâché sur Google Trends de trouver les questions les plus posées en France au cours de ces 12 derniers mois et d'y répondre pour vous aujourd'hui. Ne me remerciez pas. Hey, salut à tous, ici c'est Raphaël. J'en ai donc sélectionné 15, il y en a des surprenantes, vous verrez, et d'autres très courantes, sûrement dues aux élèves qui les tapent en fait probablement sur Google à cause de leur programme scolaire d'année en année. Donc j'ai essayé de prendre un peu de tout, j'espère que ça vous plaira. Mais avant de répondre à ces questions, un rapide mot commercial de notre sponsor, j'ai nommé NordVPN. Vous n'en avez pas marre de toutes ces publicités malveillantes qui squattent votre navigateur tandis que vous faites des recherches pour savoir par exemple comment Champollion a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes? Réponse en vidéo. Un pauvre malencontreux clique et votre adresse IP a déjà filé vers un serveur pirate qui va tenter de vous faire automatiquement télécharger un logiciel malveillant qui volera vos données personnelles ou bloquera votre machine contre rançon. Eh bien, grâce à la protection offerte par NordVPN, bloquez ces publicités frauduleuses. En se connectant simplement à l'un de leurs serveurs, les publicités malveillantes seront bloquées et si jamais vous avez un doute en téléchargeant un fichier, pour plus de sécurité encore, NordVPN analyse aussi vos fichiers en cours de téléchargement pour voir si ceux-ci comportent des risques. Attention, monsieur le président Harris! Découvrez-en plus dès maintenant via le lien en description et augmentez vous aussi votre sécurité sur le net, avec d'autres fonctionnalités incluses renforçant la protection contre les menaces, la censure et la surveillance en ligne pour un internet amélioré au quotidien. Et via ce lien en description, vous profiterez de 4 mois offerts sur tout abonnement de 2 ans. Attention, l'offre est valable uniquement par ce lien. NordVPN, haha, le plus VPN des VPN. Et on commence donc avec la première question. Qui est Bernard de Clairvaux? J'en ai aucune idée. En quelle année Bernard de Clairvaux est un moine né en France en 1090 et décédé en 1153? Réformateur catholique, il est principalement connu pour avoir grandement participé au développement de l'ordre cistercien, une branche réformée des bénédictins dont le mot n'existait pas encore puisqu'il est apparu en 1215, j'espère que vous suivez toujours, qui prône entre autres la pauvreté, la rupture avec le monde, le silence et le travail manuel. Un ordre devenu très influent à son époque et qui s'est imposé en Occident durant le XIIe et XIIIe siècle, avant de décliner progressivement et de quasi disparaître lors de la Révolution française, ce de par l'Assemblée nationale qui vota sa suppression en 1790 pour, je cite, motif d'inutilité. L'ordre s'étant divisé en deux par la suite et étant toujours existant de nos jours. En plus d'avoir aidé au développement de cet ordre, Bernard de Clairvaux a aussi participé à l'officialisation d'un autre ordre, celui de l'ordre du Temple. Ce via sa participation au Concile de Troyes en 1129, une participation due à la demande de son oncle, André de Montbard, lui-même l'un des 9 chevaliers fondateurs de l'ordre et qui deviendra son 5e maître, qui lui avait en fait demandé son appui. Outre sa passion pour les ordres, oui c'est un jeu de mots, Bernard de Clairvaux a aussi participé à la Seconde Croisade, en prêchant celle-ci en France ainsi que dans le Saint-Empire, une prêche effectuée sur l'ordre du pape Eugène III, qui était anciennement son disciple et ami, oui Clairvaux a des contacts, sauf que cette seconde croisade qui aura lieu en 1146 s'achèvera après un échec cuisant après 3 ans de guerre en 1149, au prix de pertes considérables en particulier pour la France, tant au point de vue militaire et stratégique que financier et politique, et Clairvaux devra porter la responsabilité de cet échec, car accusé par tous, chose qu'il acceptera, tout en accusant quand même dans le même temps les croisés d'être responsables, car selon ses dires, ceux-ci étaient des pécheurs responsables de la désapprobation divine. Dans le même temps, il promouvra aussi la lutte contre le catharisme, ce par une autre prêche, qui sera un échec aussi, et participera enfin à la lutte contre les violences faites aux juifs en Allemagne, car considérant que ceux-ci pouvaient être sauvés et se convertir au catholicisme, toujours selon ses dires, ce contrairement aux musulmans, qui, sous-entendu, eux, méritaient bien une nouvelle croisade. Une vidéo pas family friendly, et justement en parlant de croisade, il sera nommé à la tête d'une nouvelle croisade par son pote le pape, coïncidence quand tu nous tiens, nouvelle croisade donc qu'il prêchera là encore, sans succès pour pas changer, avant de mourir en 1153. Canonisé 21 ans plus tard, en 1174, il sera proclamé docteur de l'église catholique en 1830. Bref, pour résumer, Bernard de Clairvaux, c'est une figure importante du XIIe siècle qui a eu un impact tant religieux que politique en Europe et au Moyen-Orient. En quelle année la Révolution française a-t-elle eu lieu? Elle a débuté en 1789 et s'est terminée en 1799, par un coup d'état de Napoléon qui a établi le consulat, un régime autoritaire qui débouchera sur un empire 5 ans plus tard en 1804. Donc, dans l'ordre, la France est donc passée de royaume avec monarchie absolue à royaume avec monarchie constitutionnelle, à république, enfin sur le papier, avec dans l'ordre la Convention nationale, le Directoire, puis le Consulat, à enfin empire.
Le cycle de la vie, somme toute. En quelle année est tombé le mur de Berlin? Il est tombé en 1989, le 9 novembre pour être précis, chose qui a permis aux habitants de Berlin-Est de pouvoir librement aller du côté ouest après presque 30 ans d'interdiction, ce depuis l'édification du mur qui avait eu lieu en août 1961. Symbole fort de la chute des régimes communistes en Europe de l'Est, la déconstruction officielle du mur débutera en juin 1990, tandis que la réunification de l'Allemagne aura quant à elle lieu en octobre de la même année, soit moins d'un an après le début de ces événements. Qui a gagné la guerre 14-18 ? Bon, je vous disais qu'il y avait des questions scolaires. Eh bien, c'est le camp de ce qui était appelé la Triple Entente, constitué originalement de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, qui l'a emporté face à la Triple Alliance, ou Triplice, constituée originalement quant à elle de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne et de l'Italie. Bon, sauf qu'entre deux, l'Italie est restée neutre et a changé de côté. Concernant la liste complète des participants, nous avons donc du côté des vainqueurs la France, l'Empire britannique, l'Empire russe, qui connaîtra une révolution entre deux et signera une paix séparée en 1917, la Serbie, Monténégro, la Belgique, le Japon, l'Italie à partir de 1915, le Portugal, la Roumanie et le royaume hachémite de Hedjaz à partir de 1916, et enfin la Chine, le Siam, la Grèce, le Brésil et les États-Unis à partir de 1917. Du côté des perdants, nous avons donc les empires allemands, austro-hongrois, ottomans, ainsi que le royaume de Bulgarie. Trois empires qui s'effondreront après la guerre en voyant leur territoire se réduire par la même occasion. En 1918, après la guerre, l'Empire allemand deviendra ainsi la République de Weimar, tandis que l'Autriche-Hongrie disparaîtra purement et simplement, divisée en de multiples nations, et l'Empire ottoman, après une guerre d'indépendance, sera dissous en 1922 suite à l'abolition du sultanat ottoman, et deviendra la République de Turquie en 1923, en perdant et regagnant des territoires dans la foulée. Qui a gagné la guerre 39-45 ? Ah, le fameux remake, tant on en a attendu. Eh bien, ce sont les Alliés, constitués pour les 5 plus grosses armées de l'URSS, des États-Unis, de la Chine, du Royaume-Uni et de la France, ainsi que toute cette liste de nations, face aux forces de l'Axe constituées des 3 forces majeures qu'étaient le Japon, l'Allemagne nazie et l'Italie. Et cette autre liste de nations. On estime à ce jour entre 50 et 85 millions de morts, dont une majorité de civils, qu'a causé le conflit, soit environ entre 2 et 3% de la population mondiale de l'époque, faisant de ce conflit le plus meurtrier de l'histoire. Concernant les répercussions géopolitiques, eh bien après la guerre on a assisté basiquement à la montée de 2 grands blocs. Le bloc Est, contrôlé par la Russie communiste et ses alliés, qui ont formé le pacte de Varsovie, et le bloc Ouest quant à lui sous l'ère d'influence des Américains et de leurs alliés, qui ont formé l'Alliance Nord-Atlantique. Chacun des 2 blocs ayant essayé d'agrandir son influence et ses alliés. Chose qui a donc mené à une nouvelle guerre, la guerre froide. Qui a gagné la guerre de sécession? Oui, la question est posée pour beaucoup de guerres, mais c'est les 3 qui revenaient le plus. Cette guerre civile, menée de 1861 à 1865, a été remportée par les États-Unis face aux États confédérés. La victoire des États-Unis ayant mené à l'abolition de l'esclavage dans le pays réunifié après la guerre. Une guerre qui est par ailleurs considérée comme la première guerre moderne de notre histoire, avec l'utilisation de nouvelles technologies d'époque à but militaire, trains, télégraphes, photographie, montgolfières, ainsi que de nouvelles armes meurtrières, sous-marins de guerre, mines marines, balles minées, mitrailleuses, ou encore l'utilisation de tranchées près de 50 ans avant la Première Guerre mondiale, que la guerre de sécession dans un sens préfigurera, ce avec des batailles et carnages toujours plus meurtriers, mais jamais décisifs. Quel cardinal a succédé à Richelieu ? C'est le cardinal Jules Mazarin qui succède à Armand Jean Duplessis de Richelieu en janvier 1643, ce en tant que ministre d'État. Une succession désignée par Richelieu lui-même dont il était très proche. Les 2 hommes avaient d'ailleurs plus d'un point commun, dont entre autres une fortune considérable amassée au fil des années. Fortune que Mazarin obtiendra d'ailleurs en se servant directement dans les caisses du royaume, et qui sera la plus grosse fortune personnelle du XVIIe siècle, avec 35 millions de livres. Pas ce qu'on lit, soit l'équivalent de 22 tonnes d'or. Chose que personne n'aurait pu imaginer en le voyant arriver à l'époque à la cour, d'autant au vu de ses origines sociales modestes. Il restera au pouvoir jusqu'à sa mort en mars 1661. Peu avant celle-ci cependant, au vu donc de ses origines sociales, il demandera à des généalogistes de lui inventer une ascendance glorieuse pour sa postérité. Des hypothèses parmi les plus farfelues avaient alors été étudiées. Mais le cardinal décédera avant l'achèvement du travail et des recherches entre guillemets des généalogistes. Qui a dit « je vous ai compris » ? Je vous ai compris. C'est Charles de Gaulle, tout juste arrivé au pouvoir le jour précédent, lors d'un discours à Alger le 4 juin 1958. La phrase ambiguë visait en fait tout simplement à apaiser tout le monde. Bon, sur le long terme, voilà. Cependant, son discours ne fut pas écrit par lui-même, mais par l'équipe de ses conseillers.
L'auteur original de ces mots restant donc inconnu. En quelle année Staline prend le pouvoir? Alors c'est compliqué, mais je vais vous répondre avec la double question qui revient aussi beaucoup sur Google Trends, comment Staline est arrivé au pouvoir? En soi, cela débute en 1922, quand il devient le secrétaire général du comité central du Parti communiste, un poste créé par Lénine pour l'aider à contrôler l'appareil du parti et à appliquer la NEP, ou Nouvelle Politique Économique, mise en place en 1921 après la guerre civile sur les propositions de Trotsky et de lui-même. Ce poste nouvellement créé donne une énorme influence à Staline, car sous cette fonction d'apparence technique, cela lui permet en fait de contrôler les nominations des cadres, chose qui lui permet ainsi de s'assurer de solides appuis et de renforcer son influence sur le parti. Ça rime. Mais à ce moment-là, il doit encore faire face à Lénine, intouchable, qui est à la tête du parti, et à Trotsky, autre figure influente et potentiel successeur de Lénine. Cependant, le 21 janvier 1924, Lénine meurt, et grâce à sa forte influence acquise à son poste, cela donne le champ libre à Staline. Celui-ci chasse ainsi Trotsky du gouvernement la même année, écartant donc son principal concurrent, et devient en quelques années le seul et unique maître de l'URSS. Afin de continuer à renforcer son influence, il exclut finalement directement Trotsky du parti en 1928, avant de le faire carrément bannir du RSS en 1929, et cette année-là, il organise la célébration de ses 50 ans dans le pays. Un véritable culte à sa propre personne qui a lieu le 21 décembre, et qui deviendra dès lors une politique prédominante en URSS. On retient ainsi cette date symbolique du 21 décembre 1929 comme celle de sa prise de pouvoir totale sur le pays. Cependant, paranoïaque et voulant être sûr de ne pas perdre le pouvoir, Staline organisera des répressions en tout genre durant son règne, particulièrement via ce que l'on appellera les Grandes Purges, des répressions en tout genre durant des décennies qui viseront toutes les classes de la société, tant civiles, politiques que militaires, et qui aboutiront à des millions d'exécutions et de déportations. Trotsky, en exil, grand ennemi de toujours de Staline, sera quant à lui assassiné sur l'ordre de ce dernier le 21 août 1940 à Mexico. À quel âge Louis XIV devient roi? Louis XIV, né le 5 septembre 1638, devient roi le 14 mai 1643 à l'âge de 4 ans, suite à la mort de son père Louis XIII. Cependant, il sera sous la régence de sa mère, Anne d'Autriche, ce jusqu'au 7 septembre 1651 à l'âge de ses 13 ans, et sera officiellement couronné à Reims lors de ses 15 ans le 7 juin 1654. Cléopâtre était-elle noire? On remercie Netflix. Cléopâtre, la 7, appartient à la dynastie d'origine macédonienne des Lagides, une dynastie hellénistique fondée par Ptolémée Ier, l'un des généraux d'Alexandre le Grand qui s'était emparé de l'Égypte à la mort de ce dernier. Une dynastie fondée par un Macédonien, blanc donc, qui va régner sur l'Égypte de 323 à 30 avant notre ère. Au moment de la naissance de Cléopâtre VII, c'est Ptolémée XII, l'un des descendants de Ptolémée Ier, qui règne alors sur l'Égypte. Et celui-ci est marié à Cléopâtre VI, une femme d'origine gréco-macédonienne. Les deux parents de Cléopâtre étant donc selon toute vraisemblance d'origine grecque et macédonienne, et le fait que toutes les représentations d'époque, statues et bas-reliefs représentent tant Cléopâtre VII que ses ancêtres sous des traits européens, et je vous parle même pas de tous les mariages consanguins dans leur famille, dont ceux entre frères et sœurs, au secours, la probabilité donc qu'elle était noire est, au vu de ces faits, quasi nulle. Cependant, au contrario de ses prédécesseurs sur le trône, Cléopâtre sera la première dirigeante de sa dynastie à parler l'égyptien, mais sera aussi ironiquement la dernière de sa dynastie à régner sur l'Égypte. Quel âge a le roi Charles III? Une question bretonne. Et bien présentement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 14 septembre 2023, le roi Charles III, né le 14 novembre 1948, a 74 ans, ce qui nous fait une belle jambe. Comment Champollion a déchiffré les hiéroglyphes? Alors, cela se déroule en 1822. Il a utilisé pour cela la pierre de Rosette, trouvée lors de l'expédition de Napoléon en Égypte en 1799. La pierre portant en fait un même décret gravé à la fois en grec, en démotique, une écriture modernisée des hiéroglyphes, et en hiéroglyphes. Grâce à ce triple texte, la traduction a ainsi pu être faite par ce dernier. Inventeur de la photo en 6 lettres. Le vergne à 100% pour cette recherche. Oui, c'est que si vous voulez, là-bas, il y a une forte communauté d'adeptes au mot croisé. Alors, l'histoire de la photographie est assez longue et complexe, mais en 6 lettres, cela doit être Niepce, de son prénom Nicéphore. Oui, c'est un prénom. Né en 1765 et mort en 1833, qui est donc l'auteur de la première photographie de l'histoire, qu'il parvient à fixer de manière permanente en 1827, après plus de 11 ans de travaux. Une photographie joliment intitulée Point de vue du Gras, et qui est en fait une photo d'une partie de sa propriété. Quel est le dernier roi de France? Le tout dernier roi à avoir régné sur la France est Louis-Philippe Ier, né en 1773
est mort en 1850. Un roi qui a eu l'exploit d'avoir été mis sur le trône par une révolution en 1830 et d'y être chassé par une autre révolution en 1848. Une fois de plus, le cycle de la vie. Et enfin, la dernière question du jour parmi les questions les plus posées en France, qui a colonisé le Maroc? Alors une fois de plus, c'est un peu compliqué. Techniquement, le Maroc, anciennement connu sous le nom de l'Empire chérifien, n'a pas été colonisé, mais est devenu un protectorat de la France en 1912, via le traité de Fès, ce après des décennies de tensions et de conflits. Les extrémités du pays sont quant à elles passées sous protectorat espagnol quelques mois plus tard la même année, et enfin Tanger pour sa part est devenue une zone internationale en 1923. Voilà, comme ça fait des frontières bien propres, il n'y a pas de border gore. Dans la pratique, le pays a été exploité et des révoltes ont eu lieu après la mise en place du protectorat. Cela mènera à la guerre du Rif de 1921 à 1927, opposant l'Espagne et la France aux tribus berbères du Rif coalisées. Tribus qui seront défaites. Après plus de 40 ans de protectorat cependant, face à la guerre d'Algérie qui était en cours, celui-ci sera abrogé le 2 mars 1956, ce par peur de la France de voir le conflit s'agrandir dans la région. Le Maroc redeviendra ainsi indépendant, et la Tunisie lui suivra d'ailleurs le pas et connaîtra le même sort en redevenant indépendante quelques jours plus tard, le 20 mars. Et voilà, c'était donc 15 des questions parmi les questions les plus posées sur Google. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à hypothéquer votre maison pour me faire un don sur Tipeee, ainsi qu'à vous abonner et à bien sûr partager cette vidéo ainsi que les autres précédentes. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.